on vous le rappelle, donc on propose deux types de webinaires. On propose des webinaires sur des thèmes de formation validante avec des attestations. On l'a fait principalement au travers du TNS. Le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui n'est pas une formation, donc elle n'est pas validante, elle ne donne pas le droit à une attestation. C'est des webinaires comme vous avez l'habitude qu'on peut vous proposer également. On vous parle de nos actualités commerciales, de nos solutions produits pour accompagner nos partenaires courtiers, vos clients. Et donc, je le répète, donc pas d'attestation dans le cadre de ce webinaire. Et ce webinaire durera 1 heure environ. On sera avec vous jusqu'à 11 heures. Est-ce qu'on donne le top départ, Werner, pour regarder un petit peu Eh ben, on y va. Hein, On y va. Eh ben, merci Marc, et puis merci Cynthia qui va intervenir aussi après. On est une équipe de 3 à vouloir intervenir pour ce webinaire juste avant la fin de l'année. Comme l'a dit Marc, on est sur de la prévoyance pro. La prévoyance pro, ça revêt différents types de contrats. On a, comme l'a dit Marc, de la prévoyance TNS. Et notre prévoyance TNS, on a un nouveau produit qui va bientôt avoir 1 an, qui va fêter ses 1 an avec quelques particularismes comme une option pour la pandémie ou qui peut prendre les mandataires, y compris pour les dividendes. Donc différentes choses qui permettent justement d'être un peu atypiques ou en tous les cas se distinguer par rapport au marché. Donc n'hésitez pas à demander à vos responsables commerciaux régionaux de vous faire une présentation ou de leur poser des questions sur des particularités. Et ça, c'est la première, bien entendu, des garanties que l'on propose généralement et qui est le plus habituel. Par contre, c'est pour ça qu'on a voulu aller sur d'autres contrats pro qui sont connus mais pas forcément tellement utilisés, alors que c'est des vrais leviers et ça peut vraiment faire la différence. Peut être un informaticien, justement, qui détient les clés de l'ensemble de votre logiciel maison ou de l'organisation informatique. Mais ça peut être aussi un comptable, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un coiffeur qui a une clientèle particulière, un commercial qui peut ramener beaucoup de clients. Donc, sachez-le en découvrant l'entreprise avec qui qui est votre client, ça peut amener à des questionnements, bien entendu, dans les TPE, le plus courant, c'est bien entendu le dirigeant. C'est souvent le dirigeant qui est la personne concernée. Et le contrat homme-clé, comme je l'ai dit au départ, ça reste de la prévoyance. Et dans la prévoyance, en contrat homme-clé, on a 3 grandes garanties qui sont le décès, l'invalidité et l'incapacité. Le décès, parce que s'il disparaît, un manque de compétences évident, donc il va falloir se réorganiser et retrouver une compétence. L'invalidité, malheureusement, ça peut être la même chose s'il ne peut plus intervenir. Alors, ça peut se mettre dans le temps, mais ça n'empêche que la conséquence sera la même. Et puis, l'incapacité, là, la différence, c'est que c'est temporaire, mais même temporairement, ça peut avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires. Donc, quand on parle de garantie, on parle de décès et on associe souvent le décès à un PTIA. Et donc, dans ce décès PTIA, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la PTIA, c'est en gros, vous êtes invalide, ce qu'on appelle la dernière catégorie avec tierce personne qui vous aide parce que vous n'êtes pas capable de réaliser les actes de la vie quotidienne. Donc, ça veut dire qu'on, dans les assurances, on assimile ça au décès, hein, c'est assurantiel, hein, c'est pas du tout lié à la vie courante, hein, parce que vous pouvez vivre peut-être difficilement, mais vous pouvez vivre à travers une organisation autre. Mais dans les assurances, on estime qu'on vous verse le capital décès par anticipation.
tout ce qui est IPT et ITT, ben, IPT, ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'une tierce personne, mais vous êtes quand même invalide et vous n'arrivez plus à travailler, donc plus comme avant, donc vous n'arriverez plus, cette compétence que vous aviez, vous n'arriverez plus à la délivrer auprès de l'entreprise. Donc là, il y a besoin aussi d'un accompagnement et l'arrêt de travail qui peut avoir des conséquences temporaires, mais qui aura quand même des conséquences. Sachant que ces conséquences, on est bien d'accord que au bout du bout, c'est le chiffre d'affaires qui va se retrouver, plus ou moins directement impacté, avec un délai plus ou moins long. Je vous parlais de l'informaticien, on ne le voit pas forcément, les clients ne le voient pas forcément immédiatement, mais si la qualité se dégrade, eh bien, à un moment, ça va peut-être mettre 3 mois, 6 mois, 9 mois, mais en tout état de cause, il y aura un problème sur la qualité ou sur la capacité à réaliser des choses, donc sur le chiffre à la fin. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dedans, c'est que l'homme clé, c'est avant tout la possibilité, grâce à cette rentrée d'argent, de faire face à une perte d'exploitation, parce que je vous l'ai dit, là c'est direct, le commercial qui ne vient plus ou le restaurateur, on l'a vu. Le remboursement de prêts bancaires ou même des charges en règle générale que vous allez avoir et qui sont dimensionnées par rapport à un chiffre d'affaires qui risque de baisser fortement rapidement. La réorganisation, le grand restaurateur dont on parlait, là il y a une réorganisation assez importante. Donc ça permet d'avoir du temps, même si ça ne vous permet pas d'avoir 3 ans devant vous, mais ça vous permet au moins d'avoir 6 mois, 1 an, et c'est important. Et puis, il y a tout ce qui est ce que l'on appelle ici frais annexes, ça veut dire un remplacement temporaire, parce que vous pouvez avoir, en fonction des typologies d'activité, une personne qui vous remplace pendant 3 mois, 6 mois, même si ça ne sera pas le même niveau, même si elle peut quand même permettre de maintenir une activité. Ça peut être aussi une question de publicité. Quand je dis publicité, c'est rassurer l'ensemble de la clientèle que l'on peut avoir à travers de la communication. Ça coûte de l'argent aussi. Et donc, et ça permet de toutes les façons d'avoir ce type de contrat-là. Les experts comptables ne peuvent pas être contre ce contrat. Ils seront souvent les alliés si vous êtes avec eux. Pourquoi? Parce que ça solidifie et ça permet pour toute personne ou toute entreprise qui est installée et qui veut perdurer, ça permet quand même d'avoir vis-à-vis des établissements financiers une image encore plus solide quand on prévoit ce type de problème qui peut arriver et justement la solution financière derrière. Qui est le bénéficiaire de la garantie? Bien entendu, c'est l'entreprise. Alors, je vous dis bien entendu, peut-être que certains d'entre vous disent on pourrait avoir. Non, c'est forcément l'entreprise. Et quand je dis entreprise, c'est la personne morale. Ça veut dire que c'est une personne morale donc, qui est la structure elle-même, CRL, autre chose, en tous les cas, celle qui abrite l'ensemble des compétences des salariés et des dirigeants. Et c'est forcément elle qui sera bénéficiaire, qui va payer les cotisations, mais qui sera aussi bénéficiaire des prestations. L'assuré, bien entendu, c'est une personne physique, donc ça veut dire que c'est le dirigeant ou c'est la personne dont on a défini les compétences avant, soit de par sa spécificité ou autre, mais voilà, c'est une personne physique. Il est bien entendu que quand on parle de dirigeant, et quand on est sur une personne morale qui est en vérité un individu, parce que c'est une entreprise individuelle, justement, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que le dirigeant ne peut pas s'assurer pour lui-même. Il peut s'assurer pour un de ses salariés, mais pas pour lui-même. Parce que là, il y a confusion entre personne morale, assuré et dirigeant. Comment déterminer le montant assuré? Ça, c'est, je vais vous dire simplement, ça dépend déjà de la spécificité. Ça dépend de la spécificité comment dirais-je, de l'entreprise et de l'homme clé, mais généralement, l'estimation qui peut être faite à travers le chiffre d'affaires ou la marge brute,
C'est souvent ça, à travers des documents comptables. Il est important, bien entendu, d'avoir une entreprise qui a une certaine expérience ou en tous les cas un certain vécu. Et ça doit être fait, et je vous le conseille fortement, pas sur le coin d'un bureau ou une estimation comme ça entre le dirigeant et vous. Vaut mieux avoir un conseiller financier et plus généralement l'expert comptable qui soit dans le tour de table et qui puisse valider justement les éléments, sachant que bien entendu, nous, dans l'accompagnement qu'on vous propose, on a un simulateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un devis, on peut vous proposer d'estimer justement ce qu'il faut assurer à travers des éléments comptables que vous devrez donner et qui vous donneront le montant assuré. Bien entendu, le décès, PTIA, IPT ou ITT, les montants seront différents et pourront être déterminés en fonction de chaque spécificité d'entreprise. Et on peut vous aider, notamment Cynthia peut se mettre à votre disposition, comme je disais, les responsables commerciaux. Ce que je vous propose, j'ai vu une main levée, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, ou alors à la fin, on le fera, mais c'est plutôt par écrit, si ça ne vous dérange pas. En ce qui concerne les capitaux, donc ça veut dire en cas de sinistre, eh bien là aussi, c'est bien entendu l'entreprise, je vous l'ai dit, qui va bénéficier de l'ensemble de ce traitement. Les cotisations d'un côté seront payées par l'entreprise et les capitaux seront reçus aussi par l'entreprise parce que c'est elle, en tant que personne morale, qui se retrouve en difficulté et qui doit être accompagnée. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent voir des avenants ou autre chose. Nous, c'est impossible, c'est forcément l'entreprise. Et sachez que quand on désigne, bien entendu, une entreprise, c'est fait dans un certain cadre. Alors, il peut y avoir des cas spécifiques avec des, des filiales ou autre chose. Ça, on peut voir les cas très spécifiques parce qu'on en reste sur l'ensemble. Mais sachez que c'est important que ça soit bien l'entreprise en tant que personne morale qui soit bénéficiaire, pas un individu. Parce que comme on vous le met, c'est de l'abus de bien social, et l'abus de bien social, ça peut être pénal, voilà, en dehors du financier. On vous fait une synthèse après au niveau du montage, et là, j'ai la joie et le plaisir de laisser la main à Cynthia, qui va reprendre justement la description, et qui va vous remontrer un peu tout ce qu'on a vu à travers ce schéma qui essaie de synthétiser le tout. Alors, le souscripteur, on est tous d'accord, c'est la personne morale. L'assurer, une petite précision, ça repose sur une personne homme clé. Ça peut être plusieurs personnes hommes clés. Je vous l'explique. Imaginez un concepteur de produits, un des associés, et l'autre associé qui, lui, trouve des points de vente pour pouvoir divulguer ce fameux produit. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'enveloppe homme-clé, si on a fait un calcul sur un RCI, qui veut dire un résultat courant avant impôt, va se diviser en deux s'ils sont à compétence égale, enfin compétence en intervention sur le chiffre d'affaires égal, et qu'il y a par exemple une possibilité de faire un capital de 3 millions d'euros, on va faire 1,5 million chacun. Mais quelquefois, la compétence de l'un est plus importante que l'autre. En tout cas, l'enveloppe d'assurance, ça ne va pas être 3 millions pour chaque personne, mais 1,5 million chacun, dans mon exemple, avec une enveloppe globale de 3 millions. Le bénéficiaire, c'est évidemment l'entreprise, comme l'a dit en préambule Werner. Une petite subtilité. Dans les garanties proposées, vous avez aussi des indemnités journalières. Les indemnités journalières, à tort, on pense que c'est fait de donner à l'homme clé. Non, les indemnités journalières vont donc être perçues par le souscripteur qui est la personne morale et va servir éventuellement pour un remplaçant en attendant pour l'incapacité, on parle d'incapacité temporaire, de l'homme clé défini. Les cotisations, elles sont payées par l'entreprise. Le capital d'essai, il est défini selon
la valorisation basée sur le résultat courant avant impôt. Petite précision, on nous demande aussi souvent quelle est la part de l'homme clé dans le chiffre d'affaires de la société. Ça peut être un peu difficile à définir, pas de stress là-dessus. Si c'est une personne qui est complètement essentielle toute seule, on va mettre 100%. Ils peuvent être à 2, à être 50-50. Les sociétés, enfin les assureurs nous demandent aussi le salaire de l'homme clé. Voilà en général le résultat courant avant impôt. Quand c'est une société qui vous demande un homme clé, pas difficile à définir. En général, ils savent exactement, en fonction du résultat courant de leur bilan, du résultat courant avant impôt, ce qu'ils ont besoin. Si ce n'est pas le cas et qu'ils vous demandent jusqu'où ils peuvent aller, vous faites une cote mal taillée, ne vous engagez pas, vous dites voilà, on peut aller à peu près jusqu'à, dans mon exemple, 3 millions d'euros. Alors, l'homme clé, il y a aussi une possibilité, c'est un peu plus... On rentre un petit peu dans la technicité, ce contrat de prévoyance, on peut s'en servir aussi comme délégation de créance imparfaite. Alors ce mot barbare, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce mot barbare, il veut dire quoi? Que ce contrat d'homme clé existant, pour un emprunt professionnel, on peut s'en servir et substituer la garantie emprunteur pour, en mettant pendant un laps de temps défini, la banque comme bénéficiaire. Quand la dette s'éteint, la banque fait une main levée et ça redevient un homme clé. Pour vous, courtier, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de questionnaire de santé, donc c'est acté, on l'avait fait précédemment dans la création de l'homme clé. Et deuxièmement, une fois que la dette est éteinte, ça redevient un homme clé et ça reste en portefeuille. Et suivante. Alors, la fiscalité du contrat, on est dans l'emprunt, on est dans la prévoyance pro. La fiscalité des primes, c'est l'article 39 du Code général des impôts. Les primes d'un contrat de prévoyance sont déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise souscriptée l'année de leur versement, car elles sont considérées comme des charges d'exploitation. La fiscalité des prestations, le capital perçu est imposable, car considéré comme un profit exceptionnel. Il est possible de le répartir au profit d'exercice de paiement sur 4 ans. Voilà. Alors, nous avons deux produits. On a le GAN et nous avons Nao Protect, AG2R La Mondiale, deux grands noms de l'assurance. Ces deux produits sont complémentaires en fait. Vous avez un comparateur interne en fonction de l'âge et des capitaux demandés. Vous allez avoir l'un plus clément que l'autre. Plus clément, c'est pas le terme. Plus positionné que l'autre. Donc vous avez le choix entre les deux. Attention, pour un homme clé, la territorialité est importante. La société doit être en France. Vous pouvez avoir des assurés qui sont à l'étranger. On assure à peu près dans 40 pays différents. Mais ces assurés doivent bien sûr être reliés à la société mère qui se trouve en France. Alors, pour les formalités financières, vous avez des seuils de déclenchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 1 million d'euros sur le GAN, on ne va pas vous demander des justificatifs. Vous pouvez faire un capital de 500 000 euros sans que ça pose problème. À partir de 1 million et 1 euro, on va vous demander les avis d'imposition, les liasses fiscales, etc. Et des pièces justificatives, ça ne sera que du déclaratif jusqu'à 1 500 000 et 1 500 000 et 1 euro, vous devez joindre ces pièces justificatives. Sur AG2R La Mondiale, le seuil est un petit peu différent. On demande les justificatifs qu'à partir de 2 millions d'euros. Alors, l'approche commerciale. Si c'est vous qui êtes à l'origine de cette démarche, l'approche commerciale, c'est que vous appelez votre client en disant vous êtes chef d'entreprise, vous avez forcément dans cette société une personne essentielle, vous, commencez par ça, ou un artisan avec une compétence particulière, ou un chef d'équipe avec un relationnel particulier. Et vous commencez à essayer de savoir qui est donc à déterminer comme homme clé dans la société, s'il y a une ou plusieurs personnes.
qui risque en fait de mettre en péril la pérennité de la société. Et si cette personne a ou pas des parts détenues dans la société. Le montage, si vous n'êtes pas à l'origine, si vous ne démarchez pas sur votre portefeuille et que l'on vous appelle en vous disant j'ai besoin d'un contrat de prévoyance pour être sûr que ça soit un homme clé, la première question à poser c'est quel est le souscripteur, quel est l'assuré et quel est le bénéficiaire. Et si le souscripteur et le bénéficiaire sont la même personne, il s'agit bien d'un montage homme clé. Maintenant, nous, responsables commerciaux, on est sur le terrain avec vous. On est là pour vous aider, pour déterminer exactement pour une société ce dont elle a besoin. Mais en général, si le souscripteur et le bénéficiaire sont la même personne, c'est un homme clé dont on a besoin. Alors, on va parler du cousin, je dirais, c'est peut-être pas une bonne formulation, du cousin de l'homme clé, à savoir une garantie associée. Vous pouvez avoir un homme clé d'un côté, sur un dirigeant, et vous pouvez avoir une garantie croisée associée. Le contexte, c'est celui-ci, c'est lequel? Imaginez que vous êtes associé, que la disparition de votre associé, il y a un décès. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? Eh bien, la part de cet associé disparu revient à ses héritiers qui détiennent donc la part de cet associé. Ça veut dire une arrivée non souhaitée pour vous, pour quelqu'un qui n'est pas forcément compétent. Même si vous n'avez pas la trésorerie nécessaire, il peut revendre ses parts à quelqu'un d'autre dont vous n'avez absolument pas ni l'envie, ni qui n'a pas la compétence pour ça et qui rachète ses parts. La solution. Alors, l'objectif est double pour les associés. C'est, de protéger l'associé survivant. Donc, l'assurance croisée entre associés intervient pour éviter une situation de blocage, de disposer des liquidités suffisantes pour racheter les parts d'associés disparus, qui sont transmises évidemment par succession à ses héritiers. Et en plus, de l'autre côté, ça permet aux héritiers de récupérer un capital. En général, c'est ce qu'ils veulent. Plutôt que de se retrouver dans une activité qu'ils n'ont pas choisie. Alors, l'intérêt pour les héritiers, quand on fait un pacte d'associés et qu'on s'associe comme ça, c'est une sérénité. Ça veut dire qu'il n'aura pas à se soucier de qu'est-ce qu'il va faire des parts de son défunt conjoint. La désignation à l'avance des futurs repreneurs de la part de l'associé, ça permet à l'associé survivant de ne pas se retrouver avec quelqu'un dont il ne veut pas. L'intérêt financier, au lieu de devenir propriétaire d'une activité malgré eux, dont ils ne connaissaient rien, ils obtiennent en échange un capital et c'est un paiement pour des droits de succession pour leurs besoins financiers. Alors, la garantie indispensable pour la prévoyance associée, c'est évidemment le décès. Le décès et le PTIA et l'IPT. Donc décès, on en a parlé en préambule sur l'homme clé, la perte totale et irréversible d'autonomie quand on a besoin d'une tierce personne, et l'IPT, l'invalidité permanente totale, où on n'a pas besoin d'une tierce personne, mais on est dans une impossibilité absolue de travailler. Donc en cas de décès ou d'invalidité d'un des associés, les bénéficiaires reçoivent un capital qui leur permettront de pallier à l'impossibilité d'exercer de l'associé invalide et le rachat surtout des parts de ce fameux associé. Les adhérents payeurs de primes. Alors ce contrat-là, il y a quelques années, c'était surtout des garanties individuelles croisées entre personnes physiques. Chaque associé souscrivait un contrat avec pour bénéficiaire ses autres associés. C'était une assurance individuelle, prévoyance croisée. La difficulté de ce genre de montage, c'est que s'il y a une défection, l'un d'entre eux ne paye pas ses primes, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, on nous demande en général que les primes soient prises en charge par la personne morale. Cette personne morale, elle souscrit seule un contrat désignant les montants de garantie et les associés bénéficiaires, évidemment en fonction de chaque part, du montant de chaque part de chacun. Cette solution elle est plus simple et ça permet d'assurer un paiement effectif. C'est important parce que le défaut de paiement, vous pouvez en avoir très facilement. La fiscalité du contrat. Si l'assuré est salarié,
Les primes payées sont considérées comme un avantage en nature, un sursalaire, un article 82. Il touche un salaire, je sais pas moi, de 4 000 euros. Si la société paye 100 euros d'assurance décès tous les mois, bah, il va payer des impôts sur 4 100 euros. Et c'est donc assujetti à l'impôt sur le revenu. Et pour l'entreprise, c'est déductible des bénéfices fiscaux comme charge du personnel. Si l'assuré n'a pas le statut salarié, les primes payées par l'entreprise sont assimilées à une distribution de bénéfices supportant l'impôt sur le revenu et non déductible des revenus pour l'entreprise, des résultats pour l'entreprise, pardon. Comment déterminer le montant à assurer? Alors, garantie croisée associée, le montant assurable correspond à la valeur de la part multipliée par le nombre de parts détenues par chacun des associés. Donc, il est indispensable de faire estimer la valorisation précise de la société. En général, c'est le comptable ou un commissaire aux comptes. Et la formule est simple, c'est le nombre de parts multiplié par la valeur nominale de chaque part. Alors cette étape est essentielle aussi, vous ne pouvez pas le faire parce que il faut que le conseiller spécialisé, c'est-à-dire en général l'expert comptable, nous donne un papier avec la valorisation de la société. Le pacte d'associés. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand on s'associe, on a quand même quelques précautions à prendre. Il faut évidemment anticiper un décès ou un départ d'un de ses associés et le rachat de ses parts. Mais aussi le refus éventuel des héritiers de vendre leurs parts. Ce pacte, il doit être rédigé en général par un avocat d'affaires. Il doit être suffisamment contraignant pour obliger les héritiers à vendre, comme par exemple les clauses d'agrément qui peuvent ainsi interdire l'entrée d'associés non agréés, y compris dans le cercle familial. Alors, il y a plein de garde-fous, et c'est pour ça qu'il faut le faire avec un avocat d'affaires. Si c'est un groupement d'avocats, il est évident que le mari qui n'est absolument pas avocat n'a pas l'agrément et ne peut pas rentrer au sein d'un cabinet d'avocats. Et ça peut être plus contraignant pour des sociétés qui n'ont pas une spécificité aussi marquante que celle d'un cabinet d'avocats. Donc, le pacte d'associés, c'est vraiment quelque chose à faire en parallèle et il doit déterminer que ce contrat de prévoyance croisée associée, ce capital perçu sera uniquement fait, destiné à racheter la part de l'associé disparu. Il est évident aussi que s'il n'a pas suffisamment de trésorerie, qu'est-ce qui se passe? Il va racheter une partie des parts et ça veut dire que l'ayant droit de ses parts peut vendre le reste de ses parts. Donc il faut bien déterminer le montant, le capital. Alors, la valorisation de l'entreprise, elle peut évidemment évoluer dans le temps. En général, un contrat d'associé, on ne va pas vendre un contrat d'associé à une société qui vient de s'installer sur le marché. Donc on lui laisse prendre un petit peu de bouteille, vous me passerez l'expression, pour que cette société soit pérenne et qu'on puisse déterminer une valorisation de la société et mettre en place ce contrat. Donc, ce qu'il faut, vous, professionnels, c'est quand vous faites un pacte d'associés, que vous le mettez en place régulièrement, prendre des nouvelles du chef d'entreprise, savoir si la société a évolué et réajuster à ce moment-là les montants pour ne pas se retrouver dans l'exemple précédent que je vous ai donné, à savoir ne pas avoir la trésorerie nécessaire pour acheter l'intégralité des parts. Donc voilà, maintenir le pacte d'associés à jour. La méthode de revalorisation doit être aussi mentionnée dans le pacte. On l'a fait. Exemple. Marie, 45 ans, cofondatrice de la société consulting. Elle détient 60% des parts pour la société. Son salaire annuel est de 130 000 euros. Ses parts sont évaluées à 700 000 euros. 14 000 euros la part multipliée par 50 euros. Mathias, 43 ans, est cofondateur. Il possède 40% des parts. Ses parts sont évaluées à 400 000 euros. Marie et Mathias ont compris l'importance de protéger leur entreprise et leur famille en cas de décès prématuré de l'un ou l'autre, ainsi qu'en cas d'invalidité. Même avec une répartition de leurs parts et des revenus différents, ils ont pris des mesures pour garantir la continuité de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marie décède.
évidemment, c'est Mathias qui perçoit un capital équivalent à la valeur des parts de Marie, soit 700 000 euros. Ce capital ne doit servir uniquement qu'à racheter les parts à personne détenteur des parts du conjoint disparu, de l'associé disparu. S'il y a invalidité, s'il y a invalidité, je vous dis juste une chose, dans les pactes d'associés, parce que là, c'est pas tout à fait clair, dans le pacte d'associés, on peut déterminer qu'à partir du moment où il y a une invalidité permanente totale, l'associé se retrouvant dans cette situation doit vendre ses parts aux autres associés. Le but, c'est vraiment ça, de pallier à l'impossibilité pratique de l'associé qui se retrouve en invalidité permanente totale, donc au moins plus de 66%. Qu'est-ce qui se passe? Il doit vendre ses parts, et ça se définit dans un pacte d'associés, sous un an, sous 18 mois, ça se définit. Le pacte d'associés, il est essentiel, il doit mettre des garde-fous pour ce genre de situation. Montage du contrat. Donc le souscripteur, je vous le dis, ça peut être une entreprise morale ou associée. Dites-vous que maintenant, de plus en plus, c'est l'entreprise, personne morale qui sera le souscripteur. L'assuré, c'est évidemment les associés. Ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ils peuvent être plus. Les bénéficiaires, ce sont les associés survivants. Les cotisations sont payées par l'entreprise. Le capital d'essai, il est défini comme on l'a vu précédemment, avec la valeur de la part multipliée par le nombre de parts. Quelle cible? On va être logique, il faut au moins qu'il y ait 2 associés dans la société. Toutes les formes sociales peuvent être concernées, dès lors que l'entreprise compte au moins 2 associés, donc évidemment, pas de société individuelle. Mais aussi les sociétés dédiées aux professions libérales. Alors tout à l'heure, on parlait justement de l'invalidité. Imaginez un cabinet de profession libérale où chacun a une compétence qui fait qu'ils sont complémentaires. Si l'un d'entre eux devient invalide même partiellement, en IPP, invalidité permanente partielle, dans ce cadre-là, c'est très spécifique, dont le pacte d'associés, ils prévoiront la vente de la part de cette personne-là, même si elle est en invalidité partielle. Recommandé minimum, comme on l'a dit en préambule, quelques années d'activité pérenne. Caractéristiques de nos contrats. Alors, la territorialité, la société doit être en France et les assurés doivent être en France. Contrairement à l'homme clé dont on a parlé tout à l'heure, un homme clé, la société est en France, mais les assurés peuvent représenter le groupe à l'étranger. Là, sur la garantie croisée associée, les associés doivent être en France. Les formalités financières. Alors, on est dans la garantie croisée associée. On va demander surtout la copie de l'acte de l'associé, la valorisation de la société, et tout ça va nous être donné par le comptable ou un comité de rencontre si celui-ci n'est pas capable de faire la valorisation. Question principale. Alors, la garantie associée. Moi, je viens du monde de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Quand je suis arrivée dans le métier de la prévoyance, c'est vraiment un produit qui m'a interpellée. Parce qu'il est évident que les gens ne réfléchissent pas, mais quand il y a le décès d'un associé, qu'est-ce qui se passe? C'est son conjoint qui hérite des parts. Donc, l'approche commerciale, c'est spécifier le besoin. C'est monsieur, vous êtes chef d'entreprise, avez-vous un associé, oui ou non? Ok, vous avez un associé. Avez-vous pensé à vous prémunir en cas de décès de votre associé? Et dans ces cas-là, comment vous faites? Avez-vous prévu de la trésorerie si vous n'avez pas fait de pacte d'associés et si vous n'avez pas mis une assurance croisée associée? Avez-vous la trésorerie nécessaire pour racheter les parts de votre associé? En général, ça fait mouche. Ils vous disent, ah ben non, je n'ai pas prévu ça, il faut qu'on prépare ça. Il faut évidemment s'assurer que le capital demandé est bien corrélé à la valorisation de la société de l'entreprise. C'est pour ça qu'il peut y avoir une évolution, et auquel cas, s'il y a une évolution, eh bien, il faut ajuster le capital en fonction de cette évolution. Et puis très souvent, maintenant ils sont quand même beaucoup plus avertis, ils ont un pacte d'associés. S'ils ne l'ont pas, il faut les pousser
à faire ce fameux pacte d'associés pour eux déjà, pour mettre des garde-fous. Vous aurez une valeur de conseil et placer après votre contrat croisé associé. Donc le contrat croisé associé se cumule très souvent avec l'homme clé, hein. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la garantie croisée associée. J'espère que vous avez bien compris l'objet. Merci Cynthia. On est très bien dans le timing, donc ça nous laisse une dizaine de minutes pour. En fait, on a pas mal de questions qui ont été adressées dans le chat. Alors, si vous êtes d'accord, on va jeter un œil. J'ai souvenir, j'avais vu tout à l'heure, en gros, il y avait une question qui disait pour la prévoyance personne clé, si par exemple deux associés sont en arrêt de travail, est-ce que dans ce cas-là, on touche les prestations indemnités journalières x2? Alors, C'était parce pour les que associés, les ouais. IJ, quand on parle d'IJ, on parle d'homme clé. Pour les Dans associés, les ouais. IJ, si on a deux personnes qui sont hommes clés parce que Et qui sont elles- assurés. voilà, et bien entendu qu'ils sont assurés et qu'ils sont en arrêt de travail tous les deux, la question était est-ce qu'on verse les IJ pour chacun des Ah personnes oui, d'accord, assurées? je n'avais pas compris. S'ils sont assurés tous les deux, on va verser à chacun les indemnités journalières. C'est pas eux, c'est à la société. Puis n'oubliez pas que les indemnités journalières sont versées à la société souscriptrice. Et s'il faut remplacer deux personnes, on a donc prévu un package avec des indemnités journalières plus conséquentes s'il y a deux assurés. Alors effectivement, Frédéric nous indique que la cotisation des capitaux ne sont pas déductibles sur le périmètre loi Matelin. Ah bah non, on n'est pas en Madelin. Arnaud nous dit si les associés détiennent leur part par des sociétés, comment ça se passe? Ça, c'est complexe. En tout ça, il faut qu'on réponde à tête Oui, reposée. voilà, faut qu'on prenne le temps, on récupère vos questions. Alors, il y a une question là. Quelle est la fiscalité pour l'associé qui reçoit le montant permettant de racheter les parts de son associé? C'est ordre de succession. Est-ce que tu vois la dernière question également de Anne-Chloé? Pour la partie avantage en nature, je voulais savoir si les charges sociales étaient payées par la société. Oui, 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 bien sûr, évidemment. C'était une société avec un salarié et la société payait les primes. La société est payeur de primes et donc le salarié, s'il paye 100 € de cotisation, on en parlait tout à l'heure, c'est un sursalaire, donc ils vont payer du revenu dessus. Super, merci Cynthia. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez ajouter, Werner et Cynthia? Parce que je trouve qu'on arrive un peu au bout des questions, mais comme je vous l'ai dit, on va les récupérer, on y apportera un éclairage, une analyse un peu plus Qui est le poussée à tête souscripteur? reposée. Qui est l'assuré? Qui est le bénéficiaire? On parle de quoi là? De l'homme clé pour Monsieur Renard? Eh bien, Monsieur Renard, à ce moment-là de la présentation, je crois que nous étions sur les associés à ce moment-là, si je dis pas de... Alors, on a expliqué tout à l'heure que pour les associés, le souscripteur pouvait être soit à titre individuel, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de le voir écrit, excusez-moi, soit il paye des garanties croisées individuelles, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est la société qui est payeur de primes, l'assuré, bah, c'est les deux associés, le bénéficiaire, c'est l'associé survivant. Très bien. Muriel, oui, vous allez recevoir la présentation. On vous enverra la présentation globale qui comprend les deux solutions de prévoyance qui vous ont été présentées. Comme je l'ai dit, on prendra un petit peu de temps pour répondre à l'ensemble de vos questions de manière un peu plus poussée. Je vous enverrai du coup un email. Je vous invite à y être attentif dans lequel vous aurez plusieurs choses. Vous aurez l'accès à la présentation via un lien. Vous pourrez télécharger la présentation. Vous aurez également un lien sur lequel on vous proposera, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, d'être recontacté par un inspecteur de votre région. Soit vous êtes déjà partenaire codé chez DI, soit vous ne l'êtes pas encore et ça ne présente aucun problème. On vous accompagne sur ces sujets-là
Et dans ce cas-là, laissez vos coordonnées, email et téléphone pour qu'on puisse vous recontacter, vous accompagner pour monter ce type de projet, de produits, mais également sur de l'emprunteur, puisqu'on peut y répondre. Et la FAQ, donc foire aux questions, sur lequel on pourra reprendre l'ensemble de vos questions. Alors, je regarde juste la créance imparfaite. C'est un risque fiscal. Excusez-moi, je le lis, donc c'est plus simple pour moi. C'est par rapport à la taxe de 9% qu'on a sur le contrat emprunteur et qu'on s'exonère en faisant une délégation de créance imparfaite. Vous voulez dire que la délégation de créance imparfaite, c'est pas blanc-bleu ou c'est pas la solution? En tout cas, c'est quand même très très précis, très ficelé. C'est un accord tripartite entre la société, l'assureur et la société, l'assureur et l'assuré. Et en fait, c'est juridiquement très 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 pointu. Elles sont libellées par les juristes des compagnies d'assurance. Donc oui, c'est vrai, j'ai entendu cette réflexion il y a quelque temps. Mais en tout cas, toutes les compagnies du marché en font. D'accord. Je pense que ça apporte. Effectivement, il y avait cette pression qui était apportée, mais effectivement, comme tu précises, ces contrats sont distribués par les grandes banques malgré cette différence fiscale. 10h54, bah, si vous en êtes d'accord, du coup, on vous libère un petit peu plus tôt. Cynthia, si tu as des éléments à préciser, Werner, peut-être aussi. Peut-être déjà saluer nos participants. Non, ça veut dire que c'était intéressant en tous les cas, et ça a intéressé tout le monde parce qu'il y a eu des questions. Je rajouterais simplement qu'on répondra à vos questions. Jean-Marie, question pertinente. On n'a pas eu de cas de redressement, en tous les cas de remise en cause. J'ai jamais eu le cas, moi, personnellement. J'ai jamais eu de redressement là-dessus. Ouais, comme le dit Cynthia, généralement les gros frileux, c'est les compagnies et un service c'est double froid, donc je pense qu'il nous aurait alerté ou en tous les cas il n'aurait pas accepté. C'est bordé, c'est bordé. Alors, et puis, si je peux me permettre, on a eu des modifications entre une banque et la compagnie d'assurance AG2R. À chaque fois, ça faisait la navette entre les services juridiques des deux. C'est très très bordé. Un mot est un mot. Après, il y a des tolérances, tu sais, Jean-Marie. Après, je ne dis pas que c'est du 100%, mais du 99% parce qu'ils ne regardent pas forcément. Alors, sauf si toi, tu as eu un cas, ça nous intéresse, mais en tous les cas, voilà. Et ben, tout le monde est en train de se déconnecter. En tous les cas, moi, j'étais ravi de présenter avec Cynthia et Marc. Bonne journée à tous. Plaisir partagé, Werner. Au revoir. Merci Cynthia, merci beaucoup Werner de ta présence et la qualité de vos présentations à tous les deux. On souhaite une très bonne journée à l'ensemble de nos partenaires et futurs partenaires. Merci de votre présence et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.